les pays africains sont-ils nuls au JO? Voilà, la question est posée, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vox Live. C'est une émission qui décrypte l'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse aux Jeux Olympiques et surtout au palmarès des pays africains aux Jeux Olympiques. Et je serai accompagnée ici sur le plateau de Vox Live par trois personnalités. Donc, nous avons Israël Madaï. Vous êtes athlète tchadien au JO. Votre discipline, c'est le tir à l'arc. Bienvenue à vous. Merci, je vous remercie. On continue avec Monsieur Abdou Fleur. Abdou Fleur, vous êtes juriste, médiateur et président de Cap Éloquence. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Aïssatou. Et on termine avec Israël Sylvain Zengue. Vous êtes communicant sportif burkinabé à Paris pour les JO. Bienvenue à vous. Merci Acheta. Alors, je réitère la question, oui, qui fait sourire, qui fait bondir, qui fait réagir. Pourquoi les pays africains sont-ils nuls au JO? Eh bien, on va tenter de répondre à cette question-là. Mais avant, petite carte blanche. Vous êtes à Paris, surtout vous qui venez du Tchad et vous qui venez du Burkina Faso. Donc, vous êtes à Paris. Alors, dans cette émission, on permet aux invités d'avoir une carte blanche, d'aborder un sujet de leur choix que je ne connais même pas. Je tiens encore une fois à le dire ici sur le plateau. Donc, on commence par vous, Abdou Fleur. Quel sujet souhaitez-vous aborder face à nos téléspectateurs? Merci Aïssatou. Je souhaite aborder ce sujet, l'importance de la lecture, surtout pour les plus jeunes. C'est extrêmement important. On a remarqué, surtout avec le développement des réseaux sociaux, que les gens ne lisent plus. On a un flot d'informations sur les réseaux, les différents réseaux, mais les gens ne lisent plus. Ne lisent plus ou ne lisent pas? Ils lisaient avant? Oui, les anciennes générations, au moment où il y avait moins de technologie, moins de tablettes, moins de smartphones, moins de réseaux sociaux, les gens lisaient un minimum. Aujourd'hui, en tout cas, les jeunes ne lisent pas beaucoup, pour être beaucoup plus précis, pour ne pas dire ils ne lisent pas. Or, il n'y a que des vertus dans la lecture. La lecture nous permet de découvrir le monde, d'avoir une certaine ouverture surtout sur le monde. La lecture nous permet de développer ses connaissances, mais surtout d'avoir un autre regard, une autre vision, surtout prendre de la hauteur dans un monde où tout se mélange, tout s'emballe, surtout au niveau des plus jeunes. Lire, c'est utile. Donc, ma carte blanche, c'est vraiment exhorter cette jeunesse en particulier à lire encore et encore pour se développer, pour nourrir sa culture, mais surtout avoir cet esprit critique qui nous permet aussi de mieux percevoir les enjeux, les questions du monde d'aujourd'hui. Bien sûr, Abdou, et lorsque je vous entends dire ça, j'ai envie de paraphraser donc, une phrase, je ne me souviens plus de l'auteur, qui dit comme quoi, si vous souhaitez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. C'est très grave. Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Les Africains ne lisent pas. Je me rappelle, j'avais écrit en 2016 un article de 2 pages. On m'a dit que c'était très long. Aujourd'hui, vous faites plus d'1 page, les gens ne lisent plus. C'est ça la vérité. Et mon expérience professionnelle à l'UNESCO me montre que les gens ne lisent plus. À la base, c'est beaucoup de textes. C'est vraiment de grands textes de 60 pages, des rapports qu'il faut lire. Et donc, je confirme ceci. Les Africains, surtout, ne lisent pas. Or, tout est dans la lecture. Tout est dans la lecture, exactement. Réaction? Sur ce qu'il a bien dit, sûr. oui, je suis entièrement d'accord. La preuve, vous savez que c'est l'ère des réseaux sociaux. Moi, j'ai par expérience 2 fois vu que quand vous repartagez des souvenirs sur vos réseaux sociaux, il y en a parce qu'ils ne disent pas. La première chose, c'est de voir quand est-ce que ça a été publié en tant qu'information, la date est importante. Vous voyez que les gens vont avoir des réactions qui vous prouvent qu'ils n'ont pas lu. Pour le coup, c'est très problématique, vous qui êtes communicant. Oui. Et ça crée même des frictions pour rien, parce que finalement, la personne n'a pas pris le temps de lire. On voit d'abord que vous avez partagé, il y a une date de publication, mais des gens viendront avec des réactions qui prouvent tout de suite qu'ils n'ont même pas pris le temps pour lire. Ils ont juste regardé l'image et puis ils l'ont commenté. Voilà. Ça donc dépasse la 2-3 preuve lignes. que même la petite phrase où comment on appelle ça, la légende qui va accompagner votre publication, elle n'est même pas lue. Une grande paresse intellectuelle presque. On continue. Ah oui, c'est vrai. Franchement, il a soulevé un vrai problème parce qu'il faut être honnête. Même moi qui suis, je peux dire que je ne fais pas cet effort à part hormis les réseaux sociaux.
tu peux pas. Moi, ce qui m'intéresse, surtout sur les réseaux sociaux, je peux prendre, même si ça me prend 2-3 minutes de lire tout ça. Mais il faut dire qu'il a parfaitement raison. C'est ce qui fait aujourd'hui que, surtout en Afrique, je peux prendre le cas de mon pays, le Tchad, il y a énormément de baisse de nouveau. Parce qu'il faut dire que la jeunesse n'a plus le nez dans les livres, mais dans les réseaux sociaux. Que dans les réseaux sociaux, soit sur le télévision, comme il est dit. Bah, écoute, c'est vraiment un manque à gagner pour l'Afrique. Exactement, c'est un véritable manque à gagner pour le continent africain, alors que nous avons besoin de toutes les forces pour pouvoir voir l'essor de notre continent africain. On poursuit avec les cartes blanches. Alors, je vais vous donner la parole à vous, cher monsieur le communicant Sylvain Zinguet, qui nous vient du Burkina Faso. C'est ça. Je vais, moi, m'appesantir, en fait, sur l'importance du sport pour la nation, pour l'humanité. Le sport est un facteur de développement, c'est un très bon outil, un outil très fort de développement à 360 degrés. J'aimerais qu'à l'occasion de ces JO-là, de ces Jeux olympiques par exemple, qu'on puisse placer le sport à travers notre vie quotidienne, à tous les niveaux, dans les États, à travers le monde, comme un élément qui peut nous faire avancer dans tous les secteurs du développement. Et je pense d'ailleurs que les structures onusiennes sont à pied d'œuvre dessus, à travers les ODD, où il y a un certain nombre, en tout cas pour moi, il y a à peu près 7 objectifs sur les 17 qui sont intimement liés au sport. Et donc, le sport, c'est un puissant outil de développement. Est-ce que l'Afrique en a conscience? L'Afrique en a conscience. Il y a beaucoup d'expérimentation à travers certains projets. Je ne vais pas citer les structures, bien sûr. Mais bon, en tout cas, l'ONU, que ce soit l'UNESCO, je pense que mon frère, il en est bien conscient, l'UNESCO, l'OMS, ils sont tous engagés en fait dans le processus. D'accord, c'est pour ça que ma question elle est très claire. Est-ce que l'Afrique et les Africains en ont conscience, que Si, ils en ont conscience. Ils en ont conscience, c'est clair. Parce que mettre en place les actions nécessaires pour... Voilà. Mais malheureusement, après, il faut aussi s'engager, il faut mettre les moyens. Et puis, il faut attendre les résultats, il ne faut pas être pressé. Exactement. Voilà. On est tout le temps un peu pressé quand même. C'est ça. On continue. Merci beaucoup pour cette carte blanche. Je voulais juste réagir par rapport à ce qu'il a dit. C'est fondamental. Oui. Très souvent, on dit un esprit sain dans un corps sain. C'est extrêmement important. Oui. Au-delà du côté économique, ainsi de suite, c'est surtout bon pour la santé de faire du sport. Ça. Et à ce titre, l'UNESCO, l'année dernière, comme il l'a souligné tout à l'heure, a pris une initiative très importante, un projet de résolution à l'occasion de son conseil exécutif qui s'intitule Fit for Life, Fit for Life, le sport pour la vie. Donc pour juste corroborer ce qu'il vient de dire, c'est fondamental le sport. Et merci, je pense que vous n'allez pas dire le contraire, le sport c'est la santé, le sport c'est la vie. Franchement, le sport c'est la santé et franchement, ce qu'il a soulevé, c'est vraiment primordial. Il faut souligner que nous en Afrique, je pense que, je dirais l'Afrique en général, il faut que dans certains États, ils mettent de gros moyens pour que les athlètes ou bien certaines fédérations puissent être quand même autonomes et puis faire ce qu'ils veulent. Et aussi, il faut dire que certains dirigeants de certaines fédérations puissent aussi prendre cette conscience pour dire que voilà, nous, on veut ça, tel. Si vous prenez un président d'une fédération ou bien secrétaire d'une fédération qui ne connaît pas ce que c'est le sport, comment vous voulez qu'on puisse arriver aujourd'hui dire voilà, non, mais il faut quand même être conscient de ce qu'on fait. Bien sûr. Les bonnes personnes à la bonne place. C'est ce qu'on demande, ni plus ni moins. Ouais. On va terminer avec vous, votre carte blanche, Monsieur Israël. Merci. Je pense que tout d'abord, il faut que je remercie effectivement le comité olympique et sportif tchadien. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui je suis sur votre plateau, parce que c'est grâce à eux, ils m'ont fait quand même la bourse pour que je puisse quand même réaliser mon rêve. Et surtout à la tête le général, le président de notre CNO, le comité olympique et sportif tchadien, à l'honneur de M. général Idriss Doukouni Adiker, qui a cru en moi en m'offrant cette bourse. Et aussi à mon centre, à Lausanne, et aussi
à monsieur le secrétaire général de la Fédération internationale. Ouais, je ne sais pas quoi rajouter pour les remercier. Aussi, il y a quand même un petit mot parce que surtout, il faut que je remercie un peu la population tchadienne et surtout la République de la Corée. Franchement, je sais quoi leur dire. Un énorme merci. Pourquoi la Corée? Pourquoi la Corée? D'où le rapport? Après mon match, je pense donc que la discipline, c'est le tir à l'arc. Parce que je suis tombé avec le champion olympique actuel en titre. Et du coup, qui est coréen, bien sûr, lors de ces matchs, et à la deuxième set, je pense qu'en voulant revenir avec toutes ces pressions, en voulant revenir et puis repartir, je fais un petit défaut, faut pas que la flèche est partie et ça a laissé sans voir les spectateurs. Après la fin du match, je pense que le commentateur ont expliqué mon histoire, voilà comment j'ai commencé les tirs à l'arc et toutes ces souffrances jusqu'à pour réaliser mon rêve, parce que c'était un esprit sportif et surtout l'esprit olympique. Et c'est comme ça, je dirais mon compte Instagram était vraiment full de tous les Coréens qui sont fans. Et franchement, d'accord, donc je en les gros, remercie. Ça a suscité de l'empathie. Oui. Donc vous avez concouru face au champion olympique actuel, donc le coréen, oui. Corée du Sud. Oui. Il a gagné. Néanmoins, les journalistes ont parlé de votre histoire. Oui. Et donc ça a suscité de l'émoi de la part des téléspectateurs, notamment coréens, qui se sont... qui ont été émus par votre histoire. Émus par mon histoire. Comment se fait-il qu'un athlète peut débuter dans ces conditions-là et finalement arriver jusqu'au JO sans entraîneur qualifié et se battre pour arriver aux Jeux Olympiques. Donc pour eux, c'est une victoire, c'est une médaille d'or. C'est déjà, quoi qu'il en soit, une victoire d'être arrivé jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris. Ouais. Ok, très bien. Le message est reçu. Merci pour cette carte blanche que nous vous offrons ici sur le plateau de Vox Live. Alors, je réitère la question. L'Afrique, pourquoi les pays africains sont-ils nuls aux Jeux Olympiques? Alors moi, forcément, première question, tour de table. Est-ce que ça vous choque pas, cette formulation de phrase les Africains sont nuls aux JO? Bien sûr que ça nous choque. En tout cas, c'est le mot que j'ai relevé en premier lieu quand j'ai reçu la question. Je veux juste dire que l'Afrique a un grand potentiel athlétique. L'Afrique a un grand potentiel tout simplement à tous les niveaux. Ce ne sont pas les Africains qui sont nuls, ce ne sont pas nos athlètes qui sont nuls, c'est plutôt un problème d'infrastructure, c'est un problème de moyens, c'est un problème d'accompagnement auquel nos athlètes sont confrontés. Quand il a raconté tout à l'heure son histoire, on a des champions, on mérite mais beaucoup de titres en or, surtout, beaucoup de médailles en or. Mais malheureusement, tu as beau avoir le meilleur athlète au monde, s'il n'est pas suffisamment entraîné, s'il n'a pas beaucoup de moyens, s'il fait face à d'énormes difficultés, ce sera très compliqué. Ajouter à cela beaucoup d'obstacles sur le plan administratif. Donc, oui, la question est choquante, mais pour répondre, nous n'avons pas d'athlètes nuls, mais c'est plutôt un problème de moyens. Mais nous avons un grand potentiel. Je réitère la question, les pays africains sont-ils nuls aux Jeux Olympiques? Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre de médailles que l'Afrique ramène à la maison? Alors, si on se base sur ça. Oui, alors. Vous avez les chiffres? Naturellement, pourquoi nous sommes à la traîne? Je parlerai ainsi. C'est très concret. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, à savoir la question, les chiffres? Tout à fait. À ce jour, en tout cas jusqu'à ce matin, nous sommes à 16 médailles, toutes disciplines confondues, qui est largement en deçà de ce que nous avons à Tokyo lors des derniers Jeux il y a 4 ans, il y a 3 ans, parce que c'était en 2021 à cause de la Covid. Donc, on avait 37 médailles, dont 11 en or, et on avait comme ambition d'aller au-delà. Mais force est de constater qu'à 4 jours de la fin des JO, on ne peut pas faire de miracle.
Donc oui, c'est assez décevant avec un maximum de 16 médailles aujourd'hui. Je pose la question, donc avant d'arriver à vous, parce que forcément ça vous concerne quand on parle de nullité, vous êtes le premier concerné en tant qu'athlète, hein, bien sûr, hein, en tant qu'athlète. Monsieur le communicant, pour le coup, on parle de communication, on parle de formulation, on parle de termes utilisés. Qu'est-ce que vous pensez de cette formulation? L'Afrique est nulle. Nul, le mot est naturellement un peu fort. Parce Mais est-ce que vous comprenez pour le coup qu'on puisse dire ça? Non, je comprends parce qu'on regarde tout de suite les résultats, on regarde, comment on appelle ça, le nombre de médailles qu'on a par rapport aux autres continents, ce n'est pas par rapport aux autres pays. Effectivement, quand on regarde 54 pays pour le continent africain avec moins d'une vingtaine de médailles, quand bien même je reste convaincu que d'ici là, Hugues Fabrice va ajouter quelque chose et puis il y a pas mal d'autres athlètes africains qui sont qualifiés pour les finales. Je trouve que bon, pour un continent, c'est relativement faible. Quand bien même, comme il l'a dit, l'Afrique est un gros potentiel, c'est un gros vivier d'acteurs sportifs. Maintenant, est-ce que la configuration même des disciplines qui sont présentées dans les Jeux olympiques correspondent à ce que l'Afrique a comme potentialité ou peut développer comme potentialité? C'est une très bonne question, on reviendra dessus. Donc, on reviendra là-dessus. Donc, je pense que là, il y a lieu que nous, en tout cas, jetons le pavé dans la mare parce qu'il faut qu'on en parle. Et puis, effectivement, il y a des problèmes d'ordre structurel qui ont été relevés par, voilà, comme les infrastructures, la gouvernance, etc. Donc, très pour moi, l'Afrique n'a pas été nulle. Par exemple, Israël est là, c'est une victoire déjà pour lui, c'est une victoire pour son pays. D'accord. Mais en tout cas, si on se base sur les chiffres, ça ne suffit pas d'être là. Ça ne suffit pas. Il faut ramener des médailles. Exactement. On reprend avec vous, monsieur Israël Madaj, parce que vous êtes le premier concerné, hein, quand vous entendez dire ça, à savoir l'Afrique, les athlètes africains sont nuls, ils ne ramènent pas de médailles à la maison. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que ça vous, ça vous rend triste même? En fait, triste, je dirais c'est un mot très fort, mais moi, je peux l'accepter en tant qu'athlète parce que quand vous voyez dans quelles conditions on arrive à se qualifier, c'est dur, il faut accepter ça. Mais dire c'est fort ou pas fort, je pense que c'est légal pour moi. Pour moi, en tant qu'athlète, c'est légal. Parce que quand vous voyez, nous, on travaille, les athlètes ont cette ambition de travailler. Mais il n'y a pas de moyens d'accompagnement. Entre cette ambition, cette volonté de travailler et cette ambition de ramener des médailles. Oui, bien sûr. Que vous êtes venu ici au JO de Paris pour ramener des médailles, notamment pour le Tchad. Oui, pour ramener des médailles. Mais pour ramener ces médailles, il faut que toutes ces conditions-là soient réunies. Mais quand vous n'avez pas de conditions réunies, ou bien l'État ne vous soutienne pas, et la population, eux, ils voient que vous vous êtes qualifié, peut-être l'État a dépensé telle somme sur vous pour que vous arriviez là. Prenons juste un exemple, mon cas. Si ce n'est pas mon CNO national, si ce n'est pas mon centre Lahore Archer Excellence Center, si ce n'est pas des gens de bonne volonté, comme Jacques Cherpiot ou j'en passe, les autres, mais je pense que je n'allais pas être là aujourd'hui. Malgré que je fais des efforts personnels pour y arriver, vous n'avez pas des sponsors. Imaginez comment j'arrive jusqu'au JO sans sponsor. Comment vous voulez qu'avec tout ça, l'Afrique gagne? L'Afrique ne peut pas gagner. Déjà, c'est qualifié. Pour moi, c'est une victoire. Bien sûr. Déjà, c'est qualifié, gagner les quotas et arriver ici au JO, c'est une victoire pour moi. Et c'est un parcours... c'est un parcours vraiment énorme. Si maintenant, et les gens ne veulent pas que les journalistes ou bien les plateformes disent que l'Afrique est nulle, investissez. Merci, c'est très clair, monsieur Israël. Alors, on continue, on va parler des raisons. Donc là, effectivement, on l'a dit, l'Afrique est nulle. Et pour le coup, il est d'accord pour qu'on utilise ce terme-là. C'est lui l'athlète sur le plateau de Vox Live. Alors, l'Afrique est nulle. Pourquoi l'Afrique est-elle si nulle pour l'obtention de médailles aux Jeux Olympiques? Quelles sont les principales raisons, monsieur Abdou Fleur? Citez-nous au moins une raison. Alors, la première raison, c'est que, comme on dit très souvent, il faut avoir la politique de ses ambitions, de ses moyens. On ne peut pas prétendre avoir des médailles si nous n'investissons pas dans le sport. D'abord, le sport roi en Afrique, c'est le football. Même avec le football, il y a des pays qui n'ont pas de stade digne de ce nom aux standards internationaux. Donc, le premier obstacle, je pense que c'est à ce niveau. Deuxièmement, si vous voyez l'Afrique dans sa globalité contribue
en tout cas au PIB alloué au sport, 0,5%, c'est très faible. Donc le manque de financement, le manque de ressources. Manque d'investissement d'abord, manque de ressources et surtout manque d'infrastructures. Manque d'infrastructures. Peu de pays africains ont aujourd'hui des édifices dignes de ce nom, capables d'accueillir même des compétitions régionales, sous-régionales, à fortiori internationales. Comment un pays africain peut prétendre organiser les Jeux alors qu'il n'y a pas d'infrastructure? Les athlètes ne sont pas pris en charge. C'est ça la vérité quand on compare. Tout à l'heure, on parlait de ce qu'un pays comme la France, même si ça se comprend exceptionnellement, c'est le pays organisateur des Jeux, mais quand tu vois d'autres pays comme l'Asie qui préparent leurs athlètes dès le bas âge, on sait que d'ici 4 ans, d'ici 8 ans, d'ici 16 ans, le nombre tu es préparé pour avoir une médaille. On met tous les moyens, toutes les conditions. Et ajouter à cela aussi la récompense à nos athlètes. C'est motivant. Un artiste doit vivre de son art. Un athlète aussi doit vivre de son sport. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Quand on vous raconte le parcours du combattant, certains ont la chance de venir en Europe pour s'entraîner, mais malgré ça, ils s'entraînent et à côté, ils travaillent. C'est problématique. On ne peut pas être performant dans ces conditions. On n'est pas suivi sur le plan médical. Son alimentation, on mange tout ce qu'on... Un athlète qui mange du grec, qui ne sait pas ce qui est gras ou pas, je suis désolé, mais ne peut pas faire de miracle. Donc, pour répondre précisément à cette Pour le coup, vous avez répondu, on va passer à Israël. Donc, Israël, M. Abdoufleur a parlé d'investissement, de financement insuffisant concernant le sport, vous l'avez dit tantôt, et le manque d'infrastructures concernant, donc, sur notre territoire. Vous êtes à la discipline, c'est-à-dire le tir à l'arc. Vous a-t-il manqué les infrastructures nécessaires pour pouvoir finalement exceller dans ce sport-là? Il faut être honnête. Je vais vous dire, le Tchad, ça c'est surtout dans notre fédération, le tir à l'arc. Et à Tokyo, moi je pense que j'ai gagné le quota. Le quota, quand je parle du quota, je parle de la place. Je gagne ma place pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais qu'est-ce qui me manquait? J'avais pas juste un accompagnement. J'avais pas besoin parce que, nous n'avons même pas de cible pour tirer. Nous, on fabrique nous-mêmes notre cible. Il faut payer avec les enfants, il faut se réunir. Nous-mêmes, nous fabriquons notre cible, nous tirons. Malgré ça, j'avais pas de flèches pour faire le quota. À 1 mois ou bien 29 jours, on m'annonce que parce que j'ai pas pu faire les scores et je ne dois pas aller au jeu. Mais malgré ça, la fédération a réussi à organiser une compétition au Tchad parce que déjà il y avait le Covid tout et tout, et on était surveillé par les moyens modernes. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mon actuel entraîneur, j'ai récupéré ces flèches et j'ai eu une très longue allonge et lui il a une courte allonge. C'est pas chose qui s'est fait, mais je suis arrivé à faire. Il me manquait genre 10 quelques points pour que je puisse prendre part. Mais pour combien? Pour, je dirais peut-être 1000 € pour les flèches ou bien 2000 €. Pour ça, je ne prends pas part. Ça, c'est déjà un manque à gagner pour le Tchad et pour l'Afrique. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous, on a plein d'enfants, mais qui n'ont pas de matériel. Ils n'ont même pas de cibles. Mais comment vous voulez que... Qu'ils se préparent, comme il a dit M. Abdoufleur, à savoir que dans certains pays, on prépare dès le plus bas âge les athlètes futurs. On sait que dans 10 ans, il y aura 5-6... Voilà, il faut investir. Il faut investir. Il faut, surtout l'infrastructure, il faut investir. Bien sûr, c'est les gens, moi, au centre, je donne toujours l'exemple du centre. Et il y a des enfants qui ont commencé déjà à l'âge de 7 ans à pratiquer le tir à l'arc. Vous vouliez ou pas, il y a des accompagnements, il y a des... Il y a leur commission départementale qui suit les enfants. Et c'est une structure vraiment détaillée. Et là, les gens arrivent quand même à faire de leur mieux. Il y a les sponsors qui manquent aussi en Afrique. Exactement. Et parce que les entreprises ne soutiennent pas les athlètes. Imaginez, manque d'infrastructures, manque de sponsoring. Et je ne vous dis pas, comme on parle, je vais être clair, surtout les physios. Que ce soit les physios, que ce soit comment dirais-je, les psychologues. Il faut accompagner les athlètes. Bien sûr. Mais il n'y a même pas... Vous allez voir dans une fédération
ou bien même, je dirais même que dans le football, les sports rois, il n'y a même pas tous ces... l'autre... C'est le minimum. Le minimum, on peut dire le minimum. Monsieur Sylvain, vous êtes communicant sportif, donc forcément, vous êtes entouré de pas mal de sportifs, vous allez à la rencontre des sportifs. Bien sûr. Est-ce que ce que le dit ici Israël, Oui. vous entendez exactement la même chose quand vous communiquez avec des sportifs de tous les pays qui vous disent « Ouais, on aurait pu faire mieux, on est frustré parce qu'on aurait pu faire mieux si on avait ça, et si on avait ça, et si on avait ça ». Non, pas quand je discute, quand je vis ça directement, parce que je suis aussi ancien sportif, athlète, et je continue de faire de la formation. Donc, tous les problèmes qui ont été posés là par mes deux collègues, là, c'est la réalité. Déjà, le premier problème, c'est les infrastructures, et en quantité et en qualité. Parce que déjà, c'est clair que pour nos nations-là, il faut un investissement conséquent dans les infrastructures de proximité pour donner l'occasion à tous les potentiels médaillables sur 15-20 ans d'être repérés très tôt et d'être pris en charge normalement par une structure. Et progressivement, vous devez développer les infrastructures de qualité et de haut niveau. Et après cela, vous avez tout ce qui est dans la chaîne de production des athlètes du niveau olympique qu'il faut assurer. Donc, c'est la ressource humaine. Il parlait par exemple tantôt là de l'encadrement technique qui doit être étoffé, qu'on n'a pas le plus souvent en Afrique. Et puis de tous ceux qui sont dans l'industrie du sport, comme les entreprises qui doivent accompagner. Parce que par exemple, je sais que ces JO de Paris, le ministre de l'économie l'a dit, c'est essentiellement la force des entreprises françaises qui ont permis de tenir. Donc tout ça, ça veut dire qu'en fait, le sport demande en fait une synergie d'action à tous les niveaux, et il faut que aussi, au-delà de tout ça, nos gouvernants comprennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un domaine de développement. Il ne faut pas prendre le sport comme un secteur subalterne qui n'est pas prioritaire. Toujours on aime dire le sport, il faut vaut mieux, voilà, etc. C'est pas une priorité, il y a d'autres choses à régler. Et du coup, ça se retrouve dans les pourcentages qu'on alloue aux différents budgets ministériels. Le sport, c'est toujours le dernier. Vous prenez la plupart des pays africains, c'est toujours comme ça. Mais tant qu'on ne va pas comprendre que le sport, c'est une priorité, ça ne fonctionnera pas, ça ne voilà. pas. On est d'accord sur ça. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Vox Live, cette émission qui décrypte l'actualité. Aujourd'hui, on parle des JO, l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est-elle nulle aux JO? Eh bien, on en parle ici. On fait une courte pause et on revient. De retour sur le plateau de Vox Live, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on décrypte l'actualité, on s'intéresse aux Jeux Olympiques. Pourquoi l'Afrique peine à ramener des médailles à la maison? On en parle avec nos invités du jour. Alors, nous avons commencé la première partie concernant, à identifier donc les problématiques, pourquoi. Maintenant, on va continuer avec le pourquoi, et notamment un point qui est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes athlète tchadien, vous avez été athlète du Burkina Faso. Aujourd'hui, forcément, en tant qu'athlète, on se dit, mince, j'aurais pu ramener une médaille. J'ai les compétences nécessaires. J'aurais pu avoir les compétences nécessaires pour ramener une médaille. Mais malheureusement, les autorités ne me soutiennent pas. Les sponsors, les entreprises ne me soutiennent pas. Est-ce que je ne veux pas devenir belge? Est-ce que je ne veux pas devenir français? Est-ce que je ne veux pas devenir coréen? Donc, c'est une question qu'on se pose. Surtout quand on a un objectif personnel, à savoir ramener une médaille, ramener une coupe, parce qu'on commence par d'abord l'objectif personnel. C'est-à-dire que si vous êtes athlète, c'est parce que vous avez une velléité, parce que vous avez une volonté de ramener une médaille, de gagner. C'est ça l'objectif premier. Alors, je vais laisser parler d'abord Abdou Fleur et ensuite je reviens vers vous. Je vous laisse réfléchir parce que c'est une question importante en tant qu'ancien athlète pour vous et athlète pour vous actuellement. C'est une question très importante parce que je voulais parler de ça en tant que paradoxe. Paradoxe, pourquoi? Parce qu'on est à la traîne au niveau des médailles. Pourtant, nous avons un grand potentiel athlétique. L'Afrique est talentueuse. Globalement, tu prends un Africain dans n'importe quel domaine, il a un don naturel, surtout au niveau athlétique. Et justement, je voulais souligner ce point. À juste titre, vous avez posé la question. Tu vois un Africain qui a la nationalité française, portugaise, belge, Bahreïn, Qatar, j'en passe, parce que de plus en plus les Africains vont à ce niveau. Ils viennent avec des médailles. Pourquoi ces Africains, quand ils sont en Afrique, ne viennent pas avec des médailles à la maison? Tout simplement parce qu'on ne prend pas soin de nos athlètes, parce qu'on n'investit pas dans nos athlètes, parce que tout simplement, nous n'en faisons pas une priorité. C'est la principale raison. Donc la question mérite justement d'être
poser. Exactement. Il faut être patriote, mais jusqu'à quel niveau? Exactement. Un art, un sport qui ne nourrit pas son... Le pratiquant. Son homme. Je suis désolé, on a beau être patriote, mais il faut penser à soi d'abord, parce qu'un athlète, c'est un être humain qui a une famille, qui a des besoins, qui a des enfants à nourrir, doit aussi les soigner et les amener à l'école. Donc leur éducation, ça coule de source. C'est triste le constat, mais beaucoup d'athlètes africains de plus en plus prennent d'autres nationalités pour ces raisons. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Donc pour le coup, je vous donne la parole à vous en tant qu'athlète. Est-ce que cela peut pousser? Est-ce que vous comprenez les athlètes qui ont décidé de changer de nationalité pour tout simplement vivre pleinement leur discipline, leur sport? Oui, ben, je comprends, hein, parce que moi, je peux dire que je suis bien placé pour les encourager. Parce que, imaginez, même au Tchad, il y a beaucoup qui ont abandonné parce que tu as une famille, peut-être tu as 2, 3 enfants, les enfants doivent manger, ils doivent aller à l'école. Voilà, tu dois aussi... Il y a une famille, je peux dire, la famille en général, il y a une famille à Bien côté sûr. qu'il faut nourrir. Mais du moment où tu es talentueux et que tu bosses 1 an, 2 ans, ça ne marche pas, tu es obligé d'aller te chercher. Voilà, tu es obligé d'aller. Mais pourquoi ceux-là, quand ils arrivent dans certains pays, ils réussissent? C'est parce que les conditions sont réunies pour. Les conditions sont réunies. Mais moi, mon cas, moi, je dirais je suis un patriote, j'aime mon pays, le Tchad, et c'est pourquoi tout ce que les gens disent, pourquoi tu sors, pourquoi tu rentres tous les temps, mais pourquoi tu ne restes pas en Europe? Je dis non, je ne veux pas rester en Europe. Si certaines ont pu développer leur pays via les sports, pourquoi pas nous qui avons subi déjà tous ces problèmes, je dirais, voilà, je ne peux pas les citer, pourquoi pas essayer nous aussi d'aider aussi la jeunesse, Vous considérez qu'il faille se battre, quoi qu'il en soit, malgré les difficultés que les athlètes africains peuvent avoir, malgré les difficultés que vous pouvez avoir, vous avez décidé de faire ce choix-là, savoir continuer pour votre pays, faire en sorte que ça bouge pour les générations futures, mais néanmoins, vous n'en voulez pas aux personnes qui décident de finalement changer de nationalité. Est-ce que vous considérez qu'eux ne sont pas patriotes? Non, ils sont patriotes, mais j'en veux à personne. Ils peuvent, parce qu'il faut être honnête. Quand vous voyez que rien ne marche, vous devrez changer directement. Et prenons un exemple, même si c'est au boulot et qu'on te propose, tu gagnes peut-être à 200 €, on te propose 400 €, tu es obligé d'abandonner ton ancien boulot, de démissionner et partir. C'est le même cas. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est le même cas, donc il ne faut pas les en vouloir. On dit que tout le monde a un prix. Donc ça veut dire que tout le monde a un prix. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, clairement, si un pays vous propose, là vous êtes actuellement à Paris et l'Afrique nous regarde, si aujourd'hui un pays vous dit, Monsieur Israël, vous avez du talent, on vous prend, on vous donne tant, peu importe le prix, en tout cas le prix qui vous convient, vous allez dire non, je suis tchadien, je reste tchadien et je me battrai pour le Tchad. Vous irez jusqu'à là? Bien sûr. C'est clair. Sans vous mentir, honnêtement. C'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Je vous dis, j'ai commencé les tirs à l'arc en 2008. Imaginez toutes ces souffrances jusqu'à aujourd'hui. J'allais abandonner il y a longtemps. C'est pas ça qui me manquait. Je pense que j'ai eu des opportunités. Bien sûr. Voilà. C'est très intéressant. Voilà. Communicant, ancien athlète, comment vous réagissez à ces propos? Je dirais qu'en fait, pour moi, il faut tout relativiser. Parce que chaque athlète qui se retrouve dans ce cas de figure a ses réalités qui sont souvent différentes de son camarade. Ses réalités, ses raisons, donc, ses ambitions. Je vais juste me focaliser sur 2, 3 exemples. Et tout à l'heure, il a parlé des athlètes qui ont compéti pour le Bahreïn et auparavant pour le Qatar. Ça, on sait qu'effectivement, c'est l'argent qui a été mis en avant. Mais des fois, il y a des athlètes qui ont vraiment des difficultés avec leur pays d'origine, quand ils sont surtout de la diaspora ou bien quand ils sont peut-être dans des centres professionnels en Europe. Facilement, souvent, on leur demande de se naturaliser. C'est le cas, par exemple, de Joel Embiid avec la team US. Mais par contre, j'ai aussi l'inverse avec un monsieur qui s'appelle Woldeng du Sud-Soudan, qui effectivement ne pouvait pas en son temps jouer avec son pays. Il a joué avec l'équipe de l'Angleterre. Il a fait les JO de Londres 2012 avec l'Angleterre.
étant joueur de la NBA avec les Chicago Bulls. Mais ce monsieur, je le considère plus que patriote parce qu'il est retourné chez lui. Il a construit tout un projet. Aujourd'hui, le Sud-Soudan, sans infrastructure, est aujourd'hui a donné une très belle image du basketball africain. Pour le coup, ça fait du bien aussi au pays. Ça fait du bien, c'est-à-dire qu'il est parti, il a peut-être changé de nationalité, mais néanmoins, il est revenu d'une autre manière. Oui, le changement de nationalité ne veut pas dire qu'on refuse son pays et qu'on est contre son pays, qu'on est apatride. Donc, il faut juste savoir que je peux aller peut-être défendre les couleurs d'un autre pays, mais qu'est-ce que je fais en retour pour mon pays d'origine? C'est ça qui est important. Et pour moi, c'est ce que tous les athlètes binationaux ou d'origine africaine qui défendent les couleurs des autres pays devraient faire, parce que si vous avez eu la chance en tant qu'Africain d'aller défendre les couleurs d'un autre pays, travaillez à ce que votre pays d'origine profite de tout cela. On insiste vraiment dessus, c'est-à-dire que vous pouvez choisir une nationalité, changer de nationalité, mais néanmoins être patriote, on insiste dessus, et soutenir son pays d'une manière différente, mais en tout cas, voilà, on change de nationalité, mais on ne change pas son origine. On reste toujours, exactement, on reste toujours africain. Et c'est pour ça qu'on ne pointe en aucun cas les athlètes africains qui décident de changer de nationalité. Ça, c'est important de le dire ici sur le plateau de Vox Live. Alors, je vais continuer avec vous. Forcément, donc vous êtes juriste, médiateur, vous travaillez aussi dans une institution internationale. Donc, aujourd'hui, quelles sont les mesures, les premières mesures à prendre? Quelles sont les recommandations que peut-être les organisations ou surtout les autres pays peuvent faire pour que la situation change, s'améliore, notamment pour nos athlètes africains, et que finalement ceux-ci puissent ramener donc ces fameuses médailles? C'est-à-dire qu'on a parlé d'infrastructures, investir dans les infrastructures, sensibiliser. Parce que c'est important de le dire, quand on parle il y a l'État qui a d'autres priorités, qui a des priorités, le sport c'est une priorité, mais il y a d'autres priorités, c'est-à-dire que envoyer les enfants à l'école, gérer la pauvreté, la santé, mais il y a aussi les entreprises, il y a des entreprises sur le continent africain qui font beaucoup d'argent, mais qui ne s'intéressent pas et qui ne voient pas l'intérêt pour eux d'investir dans le sport. Donc il y a une sensibilisation à faire aussi bien au niveau des entreprises, au niveau des populations. Plus les populations porteront donc aussi le sport africain, plus il y aura cette envie aussi de développer ce sport africain. Tout à fait. C'est encore une fois de plus une très 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 belle question, mais je crois que la responsabilité première incombe aux États, à l'État d'abord. Parce qu'aussi quand on arrive au pouvoir, parce qu'on a une vision, parce qu'on a un programme de développement pour le pays. Avoir une vision aussi, c'est connaître les enjeux du monde, les défis actuels. Organiser, je donne l'exemple du Sénégal, tout simplement parce que les JO de la jeunesse de 2026 auront lieu au Sénégal. Mais ça donne toutes les caméras, toutes les caméras seront braquées sur ce pays pendant X jours. C'est le cas de la France aujourd'hui. Il y a de petits pays, je donne encore l'exemple de ce pays en 2012. Beaucoup de pays n'arrivaient pas à localiser le Sénégal dans la carte, mais comme on a été au Japon pour la Coupe d'Afrique 2012, tout le monde cherchait partout où tu passais en France, le Sénégal. Donc, ça donne une certaine visibilité. Je donne la Côte d'Ivoire qui a organisé la dernière Coupe d'Afrique. Ça, c'est un premier élément, mais surtout du point de vue économique. Mais le Sénégal, la France va amasser beaucoup d'argent. Les restaurants... Oui, parce qu'elle organise sur son pays. Mais là, pour le coup, on n'en est même pas encore là. On en est sur le fait de soutenir nos athlètes africains pour pouvoir... non, je disais que on est d'accord. Oui, c'est vrai que je parle de ce que ça peut rapporter au pays, mais je parlais surtout de la responsabilité première incombe à l'État. D'abord et avant tout, en ayant conscience que ça doit faire partie de ses priorités, tout simplement le sport, au-delà des retombées économiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous avez souligné aussi un point très important, la sensibilisation. Les populations, en particulier la jeunesse, doivent avoir conscience plutôt que le sport doit être une priorité au-delà de l'aspect santé, mais surtout se mettre dans la tête que nous devons fabriquer des champions nationaux, que nous devons participer à tel ou tel. Donc la sensibilisation aussi, et je crois un élément extrêmement important. Mais moi je reviens toujours à l'État. À l'État, pourquoi? Parce que nos gouvernements doivent avoir une vision. Cette vision doit impliquer la prise en compte du sport comme priorité. Et dernière chose, très souvent, les critiques que je fais pour nos dirigeants africains, être un ministre
être un président, être un directeur, tout simplement être une autorité, un responsable, n'est pas qu'un privilège, c'est aussi une grande responsabilité. Et c'est à ce niveau qu'ils doivent prendre une partie de leurs privilèges pour le redistribuer, le donner à la population. Donc faire, autrement dit, c'est-à-dire, on doit être un serviteur. Bien sûr. Et on ne doit pas tout simplement que se servir avec des responsabilités. On est d'accord sur ce point-là. Pour le coup, moi je vais paraphraser rapidement, vous me dites si j'ai tort ou j'ai raison, mais en gros ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, je reprends la phrase, l'Afrique, les pays africains sont nuls au JO à cause des dirigeants africains qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour que les athlètes africains qui manquent souvent de vision, qu'il n'en faut pas une priorité. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Parce que il faut être honnête. Moi, je prends toujours le cas de mon pays. D'abord, au passage, il faut saluer aussi peu le président de la République. Comme il est jeune comme nous, son Excellence Monsieur Déby, il faut dire Mamad Idriss Déby Itno, parce que Monsieur Déby c'est le père, Mamad Déby Idriss Itno. Voilà, lui, son objectif quand il est arrivé, c'était d'abord la jeunesse, et jusqu'à maintenant, il porte toujours son attention sur la jeunesse. Il faut qu'il soit entouré des gens qui savent aussi très bien gérer les sports pour que ça... Est-ce que votre président a mis les moyens nécessaires pour que vous puissiez exceller au JO? La question, elle est claire. Pour moi, je dirais oui, parce que... Vous avez vu une évolution? J'arrive. Parce que je dirais oui, pourquoi? Parce que lui, il a donné. Mais maintenant, le problème, c'est l'entourage. Toujours, je dirais comme ça au Tchad. Le président, il donne, mais il faut qu'il, quand il donne, lui aussi, il ait quand même l'œil sûr pour que tous ces fonds soient gérés de manière cohérente. Je vais vous donner un exemple très simple. Lors des Jeux Olympiques de Séoul et la Corée, je ne sais pas, c'est la date, Séoul, lors de ces Jeux Olympiques, la Corée en tir à l'arc, ils n'avaient rien. Mais l'État a instruit toutes les grandes entreprises à investir dans les tirs à l'arc, et voyez aujourd'hui les résultats. C'est simple. Il faut que, comme je le disais, le président, lui, a dit, voilà, son quinquennat est porté sur la jeunesse. Voilà. Si les moyens sont mis pour la jeunesse, il faut qu'il ait aussi l'œil dessus pour que la jeunesse tchadienne puisse aussi s'épanouir dans les sports, investir pour surtout l'infrastructure pour que les sports tchadiens puissent se développer. Pour moi, c'est le cas parce qu'on a aussi quand même certaines personnes comme notre président du CNO. Au moins, moi je dis, quand je l'appelle, il me dit fiston. Je dis, mais président, tu peux faire ça. Malgré, il va te dire que c'est le ministère qui doit gérer tout ça. Mais eux, c'est le CNO. Leur budget, c'est juste pour les formations. Et ils arrivent quand même à faire sortir l'argent pour ne serait-ce que les b.a.-ba des matériels. Ils les font. C'est un bon début. Maintenant, il faut des bonnes personnes à la place qu'il faut pour bien gérer pour aller plus loin. En tout cas, pour vous considérez que la volonté, elle est là, la volonté politique, elle est là, la volonté du président est là. Oui. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les bonnes personnes à la bonne place. Donc, je reviens vers vous. Donc, et je réitère ma question, elle est très importante. Et pour le coup, vous l'avez bien pointé du doigt, à savoir aujourd'hui, les athlètes africains, l'Afrique est nulle au JO, ne ramène pas de médaille. Parce que nos autorités, tout simplement, n'investissent pas, parce que nos autorités ne considèrent pas que le sport, c'est une priorité. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que c'est le monde entier, quand on parle des Jeux Olympiques, c'est le monde entier qui nous regarde. C'est-à-dire que revenir, envoyer des athlètes et finalement avoir des athlètes qui reviennent bredouilles avec 0 médaille, c'est presque honteux normalement. On devrait avoir honte en tant que pays, entre guillemets. Oui, je suis entièrement d'accord, mais comme je dis, je vais continuer à relativiser, parce que c'est vrai qu'on a posé le problème des infrastructures, on a posé le problème de la gouvernance, mais il faut savoir aussi qu'en fait, la question du développement du sport n'est pas, c'est vrai, parler du président et tout ça, ça dépasse en fait le seuil d'un mandat ou de 2 mandats d'un président. Il faut qu'il y ait de la continuité, il faut que en fait l'Afrique, en tout cas au niveau de chaque pays, les gens aient des visions sur au minimum 20 ans, 30 ans. Oui, mais en 5 ans, ça, il n'y en a pas. En 5 ans, on peut changer les choses. Non, en 5 ans, on ne peut pas tout changer. On peut pas tout changer. En sport, on ne peut pas de tout changer, j'ai dit on peut changer. On peut changer. On peut poser les bases. Je suis d'accord.
on peut impacter. Par exemple, ces bases, je vous prends juste un exemple. Ces bases, par exemple, ont été posées en Afrique du Sud avec Nelson Mandela, qui a fait du sport, en fait, le principal outil d'unification de son peuple et du développement de façon générale. Et vous voyez les dernières Olympiades, que ce soit en Chine ou bien avant, l'Afrique du Sud était hautement représentée. Et l'Afrique avait plus de médailles grâce d'ailleurs à l'Afrique du Sud. Que ce soit en natation, ils étaient présents en athlétisme. Mais au fil des ans, avec l'absence de Nelson Mandela, de la vision qui n'a pas suivi après, moi je le dis, j'assume. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, on ne la retrouve même pas. Moi, j'ai regardé pratiquement la plupart des résultats. L'Afrique du Sud est éteinte. Or, c'était un peu l'un des leaders sur le continent africain qui voilà, nous donnait en fait l'opportunité de monter un peu les résultats. Donc, c'est un exemple que je prends. Effectivement, c'est pas faux. 4 médailles quand même, en tout cas pour l'instant, pour les Jeux Olympiques. Combien? 4 médailles pour l'instant. Pour l'Afrique du Sud, c'est peu. C'est peu, normalement. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Il faut que mais entre il faut bien commencer. Cette vision-là, il faut bien commencer. Long terme. Il faut commencer. Oui. On est d'accord sur ça. Non, il faut commencer, mais il ne faut pas abandonner. C'est une cause de relais. Il ne faut pas abandonner. Voilà. Il faut commencer quand même. On est d'accord. Oui. Nous sommes presque au terme de cette émission, je pense. La régie va me le dire dans un instant. Pour le coup, encore une fois, je reprends la thématique. L'Afrique est nulle, ne ramène pas de médailles. Comment vous êtes considéré au sein du village olympique, lors des épreuves? Est-ce que vous considérez qu'il y a un traitement différent? Est-ce que quand on vient du continent africain, on est traité différemment que lorsqu'on vient des États-Unis, par exemple, de l'Amérique, du Canada? Oui, je peux dire oui, hein, parce que quand vous voyez la nation comme certaines nations, je dirais autant pour moi, certaines nations comme les États-Unis, que ce soit l'Australie, que ce soit les Pays-Bas, la France, toutes ces nations, waouh, c'est toute une chaîne, c'est une organisation. Peut-être vous n'avez pas eu la chance d'aller visiter le village olympique. Vous voyez l'installation. Les athlètes, ils font rien. Les athlètes, quand ils sortent, comme vous venez de le dire, quand les athlètes sortent, c'est directement monter dans le bus. Ils font rien. Parfois, il y a certains athlètes qui sortent même pas. Parce qu'on sait que celui qui a la chance de médaille, je pense qu'ils mangent dans leur coin, ils sont tranquilles. Et tout est là, tout est installé. C'est une organisation. Ils ne viennent pas. Et quand vous venez avec une délégation, prenons les cas, vous venez avec 2 places d'universalité. Et imaginez, vous n'avez qu'un seul athlète ou deux athlètes qualifiés et les autres viennent avec des 800, 900 athlètes. Vous n'allez pas vous comparer à eux, oui, quand même. Pour le coup, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que moi, ma question, elle est très, très, très précise. Oui. C'est-à-dire que finalement, peu importe le nombre de la délégation, moi, je parle entre athlètes. C'est-à-dire que quand vous êtes africain, du Mali, du Tchad, du Sénégal, de la Guinée, comment se passent les relations avec les autres athlètes? Est-ce que... Parce qu'on est humain. Les gens vont se dire, peut-être de quel pays? On va dire peut-être que vous êtes américain. Non, je suis africain. Donc finalement, on voit déjà une différence de traitement, on va parler différemment. Est-ce que vous le ressentez? Non. Pas du tout. Au village olympique, tous les athlètes sont au même pied d'égalité. Entre vous êtes traités de... Il y a le respect qui est imposé. Il y a le respect qui est imposé. On vous considère autant que les Américains. Oui, le slogan du CIO, il est clair. Hein. Je pense que, je ne l'ai pas lu, mais il est clair. Il dit ensemble et tout. C'est-à-dire, il n'y a pas à dire que celui-là, il vient de l'Afrique, celui-là vient de l'océan. Non. D'accord, peu importe. Tous les athlètes sont traités au même pied d'égalité. Merci. Voilà. C'est important. Oui. Très bien. Donc ça, c'est sur les textes. Mais est-ce que vous considérez que, en pratique, ça peut avoir... C'est important de le dire. C'est-à-dire que plus on pèse dans un monde, plus on pèse quelque part, plus on a... soit on va attirer le regard, attiser l'envie, voire même le respect. Donc, oui. Attendez, quand vous dites ça, c'est vrai. Vous voyez juste le nombre des athlètes qualifiés. Déjà, vous voyez qu'il y a une infériorité numérique qui se passe, parce que tous ceux-là, ces grandes nations, c'est-à-dire leur gestion, c'est différent. Ce n'est pas que le CIO qui gère, mais c'est leur organisation
qui fait que vous allez vous voir et vous allez vous sentir différent des autres. Oui. C'est leur organisation. C'est pas l'organisation de CIO. Voilà. Moi, je suis des États-Unis, moi, je suis de la Et France. ils disent pas, moi, mais je- c'est juste l'organisation. Quand je parle de l'organisation, c'est tout ce qui est installé. Les gens viennent, ils prennent de l'avance, peut-être à un mois ou à un mois de JO, ils installent tout, les Bien sûr, restants, bien sûr. tout et tout. Mais en Afrique, vous venez, même pour chercher. Après, il va vous manquer des lits, vous allez courir par-ci pour chercher Ouais. des lits, Voilà, parce que vous finalement, il y a une n'étiez différence de pas. traitement. Ouais. Alors que Non, tout c'est le pas monde- le problème de traitement, il faut être honnête. C'est quoi? C'est le problème d'organisation. L'organisation des fédérations. Voilà, c'est le problème d'organisation. D'accord, très Voilà. bien, c'est noté. Je pense que ce qu'il veut dire qu'il y a deux niveaux. Oui. Les JO, en tout cas tout ce qui concerne l'organisation des JO par rapport à l'institution, là il n'y a aucun problème. Oui. Il y a des valeurs qui gouvernent aussi Oui. l'athlétisme. Le traitement des athlètes est le même pour tous Oui. les athlètes, Oui. tous les pays. Oui. Cependant, il y a une différence au niveau pays. Oui, Un pays, il y a des choses que le pays fait lui-même. oui, oui. Il y a oui. une organisation qui dépend du pays. C'est à ce Oui, niveau, je oui, pense, c'est ça, que nos c'est pays. ça. Et qu'on Oui. peut comprendre, pour le coup, si on a une délégation de 800 athlètes et une délégation de 3-4 personnes, forcément, les moyens ne seront pas les mêmes. Absolument. On est d'accord On l'a par rapport à ça. vu Oui. quand on faisait la présentation dans les bateaux. Il y a des Oui. délégations, Oui, oui. notamment africaines, Voilà. c'est 3, 4, 5, 10, 15. Voilà. C'est pas pareil, ils n'avaient même pas le même bateau. Voilà. Exactement. Voilà. Et l'autre élément aussi, il faut le dire, le respect se cultive, Bien se sûr. mérite. Ouais. Bien sûr. Quand on voit un pays qui ne s'occupe pas de ses athlètes, qui fait le strict minimum, Oui. comme C'est il ça, l'a en dit, Afrique. il y a des pays qui viennent mais des mois à l'avance. C'est Oui, comme le football oui, pendant oui, la Coupe oui, d'Afrique. oui. Ils choisissent les meilleurs hôtels, Voilà. ils prennent en compte beaucoup de critères, la proximité, le climat, l'environnement, la sécurité. Oui. Donc, on est respecté aussi C'est le moyen. de la même manière. Respectons-nous pour qu'on soit respecté. Voilà. Absolument, C'est ça. absolument, absolument. C'est C'est- d'abord c'est- nous c'est- et c'est ensuite ça. les autres. C'est ça. Oui, bon. Pour finir, monsieur le communicant, merci. au terme de cette émission. Non, je dirais que je n'ai pas vécu au village olympique, mais je pense que l'une des valeurs fondamentales du système olympique, du CIO, c'est l'amitié, Oui. le respect Oui. et puis l'excellence. L'excellence. Oui. Donc, je suppose qu'ils vont mettre quand même un point d'orgue sur la question du respect envers les nations, sans faire des différences et tout. Ouais, Sinon, ouais. je pense que Mais, bien sûr. ça va faire toller. Oui, oui, Et- on est mais d'accord après, sur ça. je suis d'accord avec ce qu'Israël dit. Si chaque nation ne fait pas l'effort de faire le minimum en termes d'organisation, d'image, pour qu'on la respecte, bon, après, c'est... On est d'accord. Voilà. Donc, du coup, je pense que la balle est plutôt en ce moment-là dans le camp, en fait, de chaque pays qui doit faire en sorte que il soit respecté. Exactement. Voilà. Et on n'oublie pas qu'on parle aujourd'hui de diplomatie sportive. hein. Exactement. C'est-à-dire que quand on parle de diplomatie sportive, c'est Tout à que fait. oui, Oui. il y a un rôle important. Le sport a un rôle très très important qu'il ne Tout faut à surtout fait. pas Oui. minimiser et malheureusement qui est trop minimisé Oui. lorsqu'on s'adresse à l'Afrique ou lorsque ça concerne le continent africain. On Oui, est d'accord oui. sur ça. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes au terme de cette émission. J'espère que vous avez apprécié. C'était un plaisir d'avoir un cher athlète donc, qui a représenté le Tchad au tir à l'arc. Donc on vous applaudit, bien sûr. Merci. Vous avez été qualifié, vous avez participé. Ouais, oui, merci. Et vous avez perdu encore une fois face aux champions Oui, olympiques. Donc oui. voilà, Voilà. c'est bien quand même ça. Ouais, fier de moi. Exactement, fier de vous. Ouais. On est fiers de vous. Ouais, On sait fier très bien de que moi, voilà. ça n'a pas été simple, mais vous avez réussi et vous espérez réussir encore mieux les prochaines années. En tout cas, on a essayé de mettre en exergue ici dans cette émission les problématiques pour nos athlètes africains. Et on espère que dans 4 ans, on ne parlera plus de nullité. Ouais. On évitera ce terme-là, mais on parlera, voilà, l'Afrique ramène des médailles sur le continent africain et nous en sommes fiers. C'est ce qu'on souhaite et c'est à quoi nous aspirons, mesdames et messieurs, tous ensemble sur le plateau de Vox Live. Merci à nos invités, merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Ouais. Merci. Vox Africa. Vox Live, votre nouveau rendez-vous. Retrouvez-moi tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 GMT pour parler d'actualité africaine. Vox Africa.
Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.